Heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce Campfire Chat organisé par C2G pour présenter la gouvernance de la modification du rayonnement solaire. Merci donc d'y participer depuis tous les endroits du monde, tout comme nos invités qui viennent de l'Extrême-Orient au Grand Ouest. Les sujets du programme C2G Learn sont abordés dans deux types d'activités, donc des webinaires dans lesquels nous approfondissons un thème et les discussions autour du feu de camp comme celle d'aujourd'hui dans laquelle nous allons voir les différents points de vue qu'ont les experts et donc différentes approches sur ces sujets et quelques exemples de ce qui est fait en la matière. C2G organise ce type d'activité non pas pour que les experts se convainquent les uns les autres, mais qu'ils partagent plutôt leur point de vue et ce qu'ils vont exprimer sont leurs propres points de vue. La C2G se contente d'activités ces activités pour faciliter la conversation. Aujourd'hui, nous avons 4 formidables experts et expertes et qui vont donc bientôt se présenter. Mais tout d'abord, j'aimerais vous expliquer quelque chose sur la modification du rayonnement solaire, la MRS, et des approches. Nous avons beaucoup de documents didactiques et différents webinaires que vous pouvez consulter sur notre site web et il y a de plus en plus d'interlocuteurs qui s'engagent dans ce processus de délibération comme nous le verrons par la suite. Mais il est important de savoir que ces approches de modification du rayonnement solaire ne s'attaquent pas aux causes du réchauffement climatique et donc elles ne peuvent pas remplacer la réduction des émissions ou l'absorption du CO2 de l'atmosphère. Comment allons-nous organiser cette discussion autour du feu de camp? Tout début, il y aura 2 tours d'intervention de nos invités, qui sera suivi d'une session de questions-réponses. Et donc, le public peut envoyer ses questions et le faire à travers de la section de questions-réponses de l'application Zoom. Et donc, vous pouvez voir en bas de votre application, et c'est là donc où il faut envoyer vos questions. Mon collègue Paul est derrière l'écran pour justement recueillir toutes ces questions et pour me les envoyer. Vous pouvez également voter pour les questions qui vous plaisent le plus, car plus une question aura de vote, plus elle sera susceptible d'être traitée. Mais surtout, envoyez-les bien dans la section de questions-réponses et pas dans le chat. Et donc, voilà, nous allons passer dans le vif du sujet et donner la parole à nos visiteurs, à nos invités. Visiteurs, c'est un mot on dirait que je continue à vivre dans le monde physique. Donc, chacun va se présenter en quelques mots et en plus va donner un argument qui va nous permettre de comprendre sa position sur ce sujet. Nous commençons par Thelma Krug. Je vous en prie. Merci beaucoup, Kai. Je suis très heureuse d'être ici. Je suis Thelma Krug. Je suis vice-présidente du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler en tenant compte des conclusions et des résultats scientifiques qu'a évalué le GIEC, en particulier dans son rapport spécial sur le réchauffement à 1,5 degré qui a été approuvé en 2018, c'est-à-dire qui est assez récent. Et comme le GIEC évalue ce qui est publié dans la littérature scientifique, 2018 offre un point de vue, une perspective assez plutôt mise à jour sur ce sujet. Dans le 5e rapport d'évaluation du GIEC qui a été publié en 2013-2014, était également incluse une section spécifique à la MRS et également une autre sur l'élimination du CO2, l'EDC, c'est-à-dire sur les 2 approches de modification du climat. Dans la conversation d'aujourd'hui, nous allons surtout parler de la MRS, mais il faut dire et préciser que le prochain rapport d'évaluation du GIEC, le 6e, qui va être publié en 2021-2022, il y aura donc dans le chapitre 4 une contribution du groupe de travail 1 qui s'est consacré aux bases physiques du changement climatique. Et dans ce chapitre 4, il y aura une rubrique spécifique
de la réponse face au climat avec des hypothèses de MRS. Dans le rapport spécial sur le réchauffement à 1,5 degré, le GIEC a évalué différents profils d'évolution des émissions des gaz à effet de serre qui sont différents modèles avec différents niveaux d'émissions d'origine anthropique, et tous ces profils sont cohérents avec la limite du réchauffement à 1,5 degré à la fin du siècle, mais certains profils envisagent un dépassement, c'est-à-dire qu'il y aurait un dépassement de cette limite d'1,5 degré avant 2100, mais qu'ensuite la température redescendrait afin de remplir cet objectif de limite du réchauffement à 1,5 degré à la fin du siècle. Le GIEC est conscient du fait que il pourrait y avoir besoin, et qu'il aurait besoin d'avoir recours à l'élimination du CO2, et qu'il pourrait également y avoir besoin de MRS pour complémenter ces efforts drastiques d'atténuation qui sont nécessaires pour limiter donc le réchauffement à 1,5 degré. Dans le rapport spécial, le GIEC est conscient des incertitudes qui entourent la MRS et de toutes ces approches en termes de maturité technologique, de compréhension physique, c'est-à-dire il y a différents aspects que nous aborderons très certainement tout au long de notre conversation, et avec ses amis avec lesquels donc je partage l'activité d'aujourd'hui. Merci beaucoup Kai, et donc j'ai terminé. Merci beaucoup Thelma, et merci pour vos commentaires initiaux. Je vais maintenant donner la parole à Jessie. Est-ce que vous pouvez donc vous présenter et nous donner quel est votre point de vue en grande ligne? Je suis Jessie Reynolds, je suis chercheur Emmett Franklin de la faculté de droit de l'Université de Californie Los Angeles. Je suis spécialisée dans droit politique sur le climat et également sur les croisements qu'il y a entre la gouvernance et la politique et sur les technologies émergentes. L'année dernière a été publié un livre que j'ai écrit sur la gouvernance de la géo-ingénierie solaire à Cambridge Press, University Press. La raison pour laquelle il faut réfléchir sur la MRS est le fait que malheureusement la réduction des émissions et l'élimination du CO2 en tant que tel ne vont pas suffire pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, ni même pour le réchauffer à 2 degrés. Et donc, on peut envisager d'avoir recours à la modification du rayonnement solaire comme complément pour pouvoir atteindre cet objectif. Par ailleurs, à différence de la réduction des émissions ou de l'élimination de CO2, la MRS semble pouvoir réduire le changement climatique d'une façon rapide si c'est nécessaire. Ceci étant dit, par ailleurs, nous savons que la MRS peut être catastrophique en termes politiques et d'environnement, surtout s'il est appliqué et gouverné de manière inadéquate. Donc, il faut regarder l'avenir pour voir ce que nous devons faire aujourd'hui. Il est possible qu'il y ait déjà un réchauffement climatique d'1,5 degré à la moitié du siècle, et alors il pourrait être que la MRS soit alors utile pour lutter contre cela. Mais il semble que 30 ans, c'est une période longue, mais en réalité, la gouvernance de ces approches demandera un processus de négociation internationale très long, et donc il faut commencer à l'avance, entre guillemets. Et par ailleurs, pour pouvoir appliquer la MRS d'une façon responsable dans 30 ans, il faut beaucoup plus de recherche, et donc la gouvernance doit faciliter vite ce type de recherche, les encourager, mais il est fondamental de savoir comment le faire. La gouvernance de la MRS et pour son application et pour sa recherche doit être basée et sur des preuves scientifiques tenant compte des avantages et des risques et des inconvénients et comparer les limites et les risques de la MRS par rapport aux risques et aux limites qu'il y aurait à ne rien faire, à l'inaction. Car très souvent, on met en avant les risques de la MRS, mais on ne parle pas assez des risques qui seraient
serait lié à l'inaction. Et c'est pourquoi je crois qu'il faut une évaluation scientifique internationale autorisée et qui devrait se faire au sein de l'IPCC, du GIEC. Je suis contente de voir que Thelma a parlé du rapport spécial sur le réchauffement à 1,5 degré et également le 6e rapport d'évaluation. Mais tenons compte de la courbe d'apprentissage qui existe sur ces technologies et sur le degré de progrès qu'il faut faire. Il semble qu'il faudrait avoir un rapport spécial du GIEC, ceci après le 6e rapport d'évaluation, où il y a à peine eu une section, dans le 5e, où il y a à peine eu une section sur ce thème. Et il faut donc des connaissances pour pouvoir réaliser une évaluation éclairée de ces approches. Jessie, pour vos commentaires. Nous allons maintenant donner la parole à Suchi Talati. Merci beaucoup, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je suis Suchi Talati, je travaille pour l'Union des scientifiques préoccupés. C'est une ONG à but non lucratif qui travaille sur des questions de géo-ingénierie, de gouvernance et de participation citoyenne. La participation citoyenne est fondamentale pour la recherche de la géo-ingénierie. Quand nous songeons à la recherche, bon nombre de gouvernements se demandent s'ils doivent réaliser ces expériences et ces techniques et le cas échéant sous quelles conditions. Il faut surtout des mécanismes de contrôle, de transparence et de participation, à mon sens, pour procéder à ces études de recherche. Et ceci demande d'impliquer les personnes, de comprendre ce qu'elles préfèrent, de leur demander leur contribution et collaborer avec elles et leur donner les moyens nécessaires pour qu'elles puissent prendre des décisions éclairées. Et donc, c'est la participation citoyenne. Quelque chose qui doit être réalisé à différentes études, des études de recherche et à différentes échelles. Et donc, il ne s'agit pas simplement d'encourager des idées de démocratie, mais également de doter de légitimité toutes ces études d'un point de vue social. Car les citoyens peuvent apporter des idées et des concepts auxquels les scientifiques n'avaient même pas songé. Et donc, il y a une autre question importante qui est qu'il faut déjà penser à ceci, car il y a une expérience, SCOPEX, qui est l'expérience de modification contrôlée de la stratosphère, dans laquelle un ballon dirigeable va éparpiller différents kilos de particules dans la stratosphère pour que les chercheurs puissent voir comment cela se comporte et pour voir les réactions chimiques. Cette expérience comporte peu de risques directs, donc ce sont des risques légers, mais cela marque un précédent, surtout si l'on tient compte que l'intention, c'est de réaliser des études de ce type à plus grande échelle. Donc ça suscite beaucoup d'intérêt et à cette fin a été créé un comité consultatif indépendant pour voir quels seraient les éléments de gouvernance nécessaires et comment garantir donc la participation de tous. Et il faut voir que la participation s'accompagne de nombreuses difficultés. On peut fixer différents processus dans différentes régions, à différentes échelles, en fonction de l'expérience qui va être réalisée, surtout lorsque l'on passe d'une échelle locale à l'échelle planétaire. Donc il est fondamental de réfléchir sur la façon de procéder à cet égard et de manière légitime. Et voilà, et j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Suchi. Nous allons maintenant donner la parole à Runaba. Merci. Bonsoir, parce qu'ici c'est plutôt la fin de soirée et je suis très heureux d'être avec vous tous. Je suis Arunava Ghosh, PDG du Conseil de l'environnement, de l'énergie et de l'eau. Nous sommes un groupe de réflexion indépendant basé à New Delhi en Inde, mais nous travaillons également dans un bon nombre de pays émergents du monde entier. Je travaille depuis 10 ans dans la modification du rayonnement solaire en général et sur la gouvernance de la géo-ingénierie. Et en 2010, j'ai coprésidé le groupe de travail international pour l'initiative de la gouvernance de la gestion du rayonnement solaire mise en œuvre par la Royal Society. Pourquoi devons-nous envisager la MRS? C'est la première chose qu'il faut nous demander et je pense qu'il ne s'agit pas d'une question scientifique mais qu'il faut comprendre quelle est la politique qui se profile derrière ces questions. D'après moi, la première chose qu'il faut se demander, c'est si la MRS va être utilisée en dernier recours ou au contraire si elle va être utilisée comme première solution
par un pays, un groupe de pays qui n'a pas suffisamment recours à la réduction des émissions. C'est-à-dire que s'agit-il simplement de gagner du temps pendant que l'on cherche d'autres options et mesures plus durables, ou s'agit-il simplement de répondre à des situations d'urgence locale, comme par exemple à une fonte des glaces, à un dégel donc rapide dans l'Arctique? Par ailleurs, il faut également se demander quelles sont les motivations et les incitations que peuvent avoir différents acteurs pour s'engager dans cette voie. La motivation, est-ce que parce que cela est moins cher que d'autres options, comme par exemple réduire davantage les émissions, ou est-ce que la motivation, c'est simplement d'envoyer un message dans le sens où un certain agent a l'intention d'appliquer la MRS si le reste des pays ou des acteurs ne se retroussent pas les manches pour réduire les émissions? Et il y a également, la motivation peut également être qu'un certain pays ou un agent donné puisse gagner ainsi un avantage technologique, ou même qu'un petit pays ou qu'un petit État insulaire qui est complètement accablé face à l'urgence climatique se voit dans l'obligation d'avoir recours à la MRS comme seule alternative à sa portée. Et dans tout ça, il faut réfléchir à qui va prendre des mesures et si la gouvernance nationale est suffisante. Dans bon nombre d'articles que j'ai publiés ou dans les conférences que j'ai pu donner, j'ai envisagé différentes hypothèses. Par exemple, ça peut être des études de recherche qui sont financées d'une façon privée, ça peut être un pays en tant que tel, un groupe de pays qui ont un certain agenda de recherche lié à la MRS, et même ça peut être un petit État insulaire ou un petit pays en développement qui décide de s'engager dans cette voie pour faire face à l'urgence climatique. Toutes ces hypothèses et toutes ces motivations différentes nous conduisent à nous demander si un système de gouvernance nationale suffit, ou s'il faut un système de gouvernance internationale qui, d'ailleurs, est inexistant à l'heure actuelle. Il y a certaines déclarations, par exemple dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, et il y a différents mandats qui émanent d'autres régimes internationaux, comme la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ou le protocole de Montréal. Et donc, entre autres, tous ces instruments ont des conséquences sur les systèmes de gouvernance, mais comme nous voyons, ce sont des questions et j'espère que nous allons continuer à y répondre au cours de cette conversation. Merci beaucoup à Runaba et merci à nos 4 invités pour vos premiers commentaires. Nous allons maintenant passer à une deuxième série d'interventions qui vont certainement permettre de voir plus en détail la question du qui, comment et où, c'est-à-dire tous ces points d'interrogation face auxquels nous sommes. Donc, j'en profite pour rappeler au public qu'il peut envoyer ses questions dans notre section de questions-réponses de l'application Zoom, et mon collègue Paul, qui est derrière l'écran, les va traiter, gérer et va nous les envoyer. Donc, vraiment, n'hésitez pas à nous demander ce qui vous passe par la tête, car il n'y a pas de questions bêtes. Je pense qu'il n'y en aura vraiment pas. Donc, nous allons maintenant passer à la deuxième série d'interventions avec nos experts. Nous allons nous demander pourquoi cette technologie est importante, qui devrait s'impliquer, pourquoi il est important de parler de ceci, qui devrait s'impliquer dans ces délibérations, etc., qui sont donc des questions auxquelles vous avez déjà fait allusion dans vos premières présentations. Pourquoi ? Je crois que c'est la question fondamentale. Pourquoi devons-nous aborder ces questions dès maintenant? S'il y a 2 arguments principaux qu'on peut blandir pour avoir ce type de réflexion, quels seraient-ils? Merci, c'est comme si je jouais à nouveau juste après la mi-temps dans un match de football. Donc, pourquoi devons-nous réfléchir sur ces questions dès maintenant? Il faut voir ce que nous pouvons savoir de la MRS, être conscient de ce qu'on ne connaît pas, et également nous devons voir
comment disposer de la transparence suffisante afin de réduire les risques et d'instaurer plus de confiance auprès des citoyens, chez les citoyens. D'où l'importance de la recherche. Comme je le disais, il y a tout un éventail de motivations et d'incitations qui peut conduire des pays ou des scientifiques à rechercher sur ce sujet. Ce qu'il faut mieux connaître, c'est la façon dont on va appliquer cette approche. Par exemple, on a parlé d'une expérience concrète, mais l'injection d'aérosols dans la stratosphère n'est qu'une catégorie d'approches qui entre dans le cadre de l'AMRS. Donc, comment va-t-on appliquer chacune de ces méthodes? Il faut le savoir, il faut le déterminer, et en plus, quel est le coût de l'application de ces méthodes? Il y a certains calculs, mais ce n'est pas encore, il n'y a pas encore assez d'études, c'est-à-dire que nous continuons à supposer quel serait le coût, mais on tentons de l'élucider, de le trouver. Il est également important de savoir pendant combien de temps ou quand nous allons appliquer ces technologies. Par exemple, si nous commençons à l'appliquer, la MRS, il faut penser que d'ici quelques dizaines d'années, on pourrait donc brusquement arrêter de l'appliquer. Et comment le faire pour éviter alors un rebond très brusque des températures? Pour ce qui est des motivations que peuvent avoir différents agents ou acteurs, eh bien, il faut les connaître justement, car chacun va entraîner des risques différents qu'il faut comprendre. Et il y a beaucoup de spéculations en la matière, mais il faut voir quels peuvent être les effets au niveau local, par exemple les effets en Extrême-Orient par rapport aux effets en Afrique, par exemple. Donc, ce que l'on sait jusqu'à présent, c'est qu'il y a beaucoup justement d'inconnus. Donc, il est fondamental d'avoir la transparence pour réduire au mieux les risques. Et la transparence est un principe commun à tout type d'initiative scientifique. Et donc, c'est ce que ceci nous a été montré par la collaboration scientifique que nous avons eue jusqu'à présent dans différents domaines. Mais pourquoi la transparence est-elle fondamentale? Parce qu'il doit y avoir de la transparence dans l'idée qui motive la recherche, pour les méthodes concrètes qui vont être mises en marche, pour les expériences menées en plein air, pour le financement. Qui va financer ces expériences? Car ceci recoupe la question des incitations et des motivations. Et donc, est-ce qu'il faut que ce soit un financement public, privé? Y a-t-il des différences? Il faut également être transparent sur les résultats des expériences, non seulement sur l'objectif principal, qui est donc dans ce cas de réduire la quantité de rayonnement solaire qui arrive à la surface de la Terre, mais aussi une transparence sur les conséquences au niveau local que ceci peut avoir. Donc, il faut avoir déjà ce débat et cette conversation afin de disposer d'arriver à des conclusions rigoureuses qui nous permettent de débaucher cette architecture de gouvernance qui s'inscrive dans l'évolution de la science. Merci beaucoup, Arunaba. Je vois que nous sommes en train de recevoir des questions dans la section de questions-réponses de l'application et qui est très intéressant. Et je suis par ailleurs persuadée que ces questions vont nous permettre justement d'avoir un débat encore plus dynamique entre les invités. Et je vois aussi que tous les invités écoutent très attentivement ce que disent leurs pairs et je pense qu'ils vont peut-être souhaiter réagir. Donc nous allons maintenant demander quelque chose à Thelma. Pouvez-vous nous en dire plus sur les lacunes qui existent et en quoi elles existent? Kai. Le 5e rapport d'évaluation du GIEC mentionnait déjà des lacunes de connaissances, mais cela a été, donc c'était en 2013-2014, et donc il fallait mieux comprendre ces technologies, et on disait également qu'il y avait très peu d'études dans la matière, et sur différents types de modèles, différentes conceptions d'expériences. Et étant donné que le peu qu'il y avait était d'une nature très hétérogène, donc c'était très difficile de comparer les résultats. Il fallait une évaluation sur l'efficacité et sur les effets secondaires. En 2013-2014, ça a été la conclusion. Depuis lors, je crois que nous avons avancé relativement bien, surtout pour ce qui est de l'injection d'aérosols dans la stratosphère.
qui est l'une des méthodes qui a fait l'objet de plus de recherches, d'études de recherche, bien qu'il reste bien entendu des inconnus à cet égard. Dans l'un des tableaux inclus dans le rapport spécial du GIEC à 1,5 degré, donc on parle de ceci, c'est le tableau 4.13 si vous voulez le voir, et donc on mentionne dans ce tableau la chose suivante: bien qu'il y a eu une plus grande attention prêtée à la modification du rayonnement solaire et aux mesures ainsi qu'au potentiel que renferme ceci pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, il y a encore des lacunes de connaissances à l'égard de la compréhension physique de ces mesures et aussi sur des questions éthiques. Il y a également, on trouve également dans ce rapport mention au fait qu'on ne savait pas encore comment gouverner, comment régir cette approche, et ce qui est précisément ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est-à-dire comment établir une gouvernance pour la MRS pour éviter des mesures unilatérales et éviter que cela serve d'excuse pour ne pas réduire les émissions. Un autre sujet qui était mentionné, qui n'était pas dans ce tableau, mais qui était mentionné dans le rapport, c'est le risque de choc d'un arrêt brutal. C'est-à-dire que quand on arrête d'appliquer la MRS, il pourrait se produire, y avoir un rebond très brutal de la température qui aurait donc des conséquences très importantes en termes de perte de biodiversité. Donc il faut véritablement, cela préoccupe beaucoup, ça fait peur parce que il faut maintenir et garder ces approches, ces mesures pendant un très grand nombre d'années. Il faut voir qui va assumer les coûts, qui va veiller à est-ce qu'il y a une bonne gouvernance et avec l'application, bien sûr, on va voir quels sont les risques, non pas potentiels, mais réels, que cette technologie peut entraîner dans certaines régions, et en particulier dans les pays en développement. À mon sens, ce sont les éléments fondamentaux et qui nous indiquent ce que nous ne connaissons pas encore, donc les lacunes de connaissances. Et il faut également dire que toutes les approches n'ont pas été étudiées avec la même précision et profondeur, et donc d'autres types de mesures se connaissent, sont encore moins connus. On connaît encore moins leurs risques et leurs conséquences. Jessie, pouvez-vous nous dire des lacunes de connaissances? La question du qui est véritablement fondamentale, comme le disait Haroun Abba, et il y a beaucoup d'inconnus en la matière. Il y a beaucoup d'incertitudes qui entourent tous les aspects de la MRS. Et compte tenu de ce degré d'incertitude, il faut veiller à un processus de prise de décision très divers. Il faut qu'il y ait également une diversité dans les études de recherche. Il faut qu'il y ait un apport de communautés plus vulnérables face au changement climatique. Et pour ceci, il faut consolider les capacités des communautés dans ces différents pays. Il faut réfléchir plus sur la façon de le faire. On peut créer des capacités en termes de recherche, de gouvernance au sein de ces communautés pour qu'elles puissent participer elles aussi à ce processus de délibération. Donc la question du qui, pour moi, doit englober tout le monde, c'est-à-dire englober toute la participation citoyenne. Mais pour ceci, il faut évidemment que cette participation existe. Jessie, nous avons parlé des risques. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus en la matière? Le risque principal que j'aimerais souligner est ce que l'on appelle en général l'aléa moral, c'est-à-dire que l'attention qui est portée à la recherche et au développement de la MRS pourrait détourner des ressources et l'attention de la diminution des émissions qui est nécessaire et qui reste insuffisante. Il est vrai qu'à long terme, les émissions de gaz à effet de serre doivent être réduites car c'est la seule façon d'atténuer le changement climatique. Donc les efforts d'atténuation doivent continuer à être prioritaires. Par ailleurs, je suis de plus
plus en plus persuadé du fait que cette priorité peut nous conduire à courir un plus grand risque climatique. Alors, cela peut paraître étrange, mais je vais développer cet argument. Dans le domaine du climatique, ce n'est pas simplement l'investissement dans la MRS qui peut réduire l'investissement dans l'atténuation, mais c'est que l'investissement dans l'atténuation peut détourner des recours pour d'autres secteurs. Dans les années 90 et 2000, les pays les plus vulnérables ont donné la priorité à l'adaptation et à l'atténuation, mais bien que l'adaptation et l'élimination de CO2 soient des prioritaires pour ces pays, avoir tant opté pour l'atténuation implique qu'il y a moins d'intérêt à éliminer du CO2. Donc il faut véritablement savoir bien où nous allons investir et cibler notre connaissance experte. Par ailleurs, il faut bien comprendre les risques, les impacts du changement climatique et savoir qu'on ne va pas le résoudre en réduisant les émissions. Et bien que cette question soit prioritaire depuis 30 ans, la réduction des gaz à effet de serre a très peu progressé et le niveau qu'on a atteint n'est pas suffisant. Et je ne vois pas pourquoi dans les 30 années qui viennent, la situation va changer radicalement. Donc cet aléa moral qui peut être entraîné par la tension qui est suscitée par la MRS peut amoindrir les efforts d'atténuation. Et donc ceci donc peut conduire à une polémique qui concerne la façon d'aborder certaines mesures climatiques en 1992 dans un rapport qui a été publié par les académies nationales. Et 30 ans après, nous parlons encore de la MRS car il est possible qu'elle va être nécessaire pour venir compléter les efforts d'élimination du CO2. Malgré tout, elle reçoit un pourcentage infime de tout ce qui est investi dans la recherche liée au climat. Et c'est pourquoi il me semble que la réduction des émissions est actuellement, ou l'attention qu'elle suscite, même si elle est prioritaire, est plutôt un obstacle pour aborder d'autres types d'alternatives et d'approches. Nous ne pouvons pas simplement avoir confiance dans le fait que nous allions atteindre un système énergétique à neutralité carbone et qu'il va y avoir un changement de comportement radical. On ne peut pas confier en cela car apparemment cela ne va pas être le cas. Donc il faut savoir quelles sont toutes les options dont nous disposons pour protéger les personnes et les régions les plus vulnérables du changement climatique. Merci beaucoup, Jessie. Nous avons donc déjà eu nos deux séries d'interventions et nous avons maintenant des questions du public. Et je pense que peut-être nos invités vont vouloir réagir sur ce qu'ont dit les autres experts. Mais nous allons donc poser l'une des questions des publics. C'est une question très intéressante. Donc, est-il trop tôt pour défendre des technologies à titre de solution ? Alors qu'on n'a pas encore le cadre de gouvernance, que doit-on avoir en premier? La gouvernance complète ou alors le développement technologique? Ça, c'est la première question. La deuxième question, que pensent les experts du manque de connaissances sur les conséquences de la MRS, et sur le fait que si on ne mène pas des expériences à grande échelle, on ne va jamais savoir exactement quelles seraient ces conséquences. Il est vrai que dans nos conversations, nous avons tendance à désigner sous le même terme ou sous la même expression qui est donc pour faire référence à différentes méthodes, car la modification du rayonnement solaire englobe différentes approches et technologies qui ne sont pas sur le pied d'égalité. Une chose est l'injection d'aérosols dans la stratosphère, mais on peut également changer la couleur des surfaces terrestres, par exemple en peignant les toits en blanc ou en changeant des cultures.
donc pour qu'elle soit plus claire. Et donc, chaque fois que vous demandez quelque chose, dites clairement à quelle méthode, si c'est l'injection d'aérosols dans la stratosphère ou l'une des autres méthodes incluses dans la modification du rayonnement solaire. Je voulais que ce point soit bien clair. Donc, qui veut répondre au fait qu'on a d'abord besoin soit d'une gouvernance ou qu'il faut d'abord avoir le développement technologique? Donc, la gouvernance, là aussi, peut vouloir dire des choses différentes pour des personnes différentes. Et l'un des défis auxquels nous faisons face dans ces conversations, c'est justement de voir que le GIEC comprend la gouvernance d'une façon qui implique et qui englobe un grand nombre de personnes afin d'arriver à des conclusions qui conduisent aux mesures au sein de la société. Mais on ne se limite pas simplement aux mesures implantées par les gouvernements. Donc, qui veut répondre à cette question ? De voir s'il faut d'abord la gouvernance ou la technologie. Je peux commencer. Je pense qu'après mes amis vont dire quelque chose. C'est une question très intéressante et il est difficile de savoir ce que l'on doit avoir en premier. Je pense que les deux éléments vont de pair. Mais pour revenir à ce que disait le GIEC, donc il y a certains éléments dans le rapport spécial qui mettent en avant l'importance d'avoir une réflexion sur ces sujets, sur ces questions. Et donc l'accord de Paris tente de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré et de toute façon bien en dessous des 2 degrés. Mais pour certains pays, et pour certains, et surtout les petits États insulaires, c'est déjà un réchauffement trop élevé. Par ailleurs, il est intéressant de voir que le GIEC, dans son évaluation réalisée sur les études publiées dans son rapport spécial, conclut que limiter le réchauffement à 1,5 degré n'est pas impossible. Et bien entendu, cela demande de changements sans précédent dans la société. Et qu'est-ce que l'on veut dire par des changements sans précédent ? Ce sont des efforts drastiques d'atténuation dans tous les profils évalués par le GIEC pour limiter le réchauffement donc à 1,5 degré à la fin du siècle, du XXIe siècle. On envisage qu'aux alentours de 2050, on aurait atteint la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on atteint un niveau d'émission nette zéro de CO2. Et par ailleurs, on envisage également la réduction d'autres gaz à effet de serre, bien qu'on n'atteigne pas un niveau zéro dans ce cas-là, car c'est plus compliqué. Mais ça nous donne déjà une idée du défi considérable que nous avons face à nous, car tous les profils d'évolution pour 2050 envisagent d'atteindre ce niveau net d'émissions net zéro. Dans ces profils, qui sont donc compatibles avec l'objectif de 1,5 degré de réchauffement, mais elles sont différentes sous différents aspects. Mais toutes considèrent des efforts très importants d'atténuation et certaines n'envisagent aucun dépassement et d'autres, en revanche, oui, envisagent un excès de température, donc au-dessus des 1,5 degré de réchauffement. Et plus nous dépasserons cette limite, plus les températures augmenteront au-dessus des 1,5 degré, et bien plus nous dépendrons de la technologie et des émissions négatives et d'autres éléments aussi. Donc le GIEC, dans les profils d'évolution, envisage d'avoir recours à l'élimination du CO2, à l'EDC, c'est-à-dire à l'absorption du CO2 qui est déjà présent dans l'atmosphère. Mais bien que les trajectoires n'englobent pas la modification du rayonnement solaire, il y a toutefois un accord sur le fait que l'injection d'aérosols dans la stratosphère pourrait contribuer à limiter donc la température en dessous des 1,5 degrés.
à la fin du siècle. Donc pourquoi devons-nous délibérer sur ce sujet? Parce que nous ne savons pas quel est le profil dans lequel nous allons nous embarquer et avec un peu de chance, nous n'aurons pas besoin d'avoir recours à l'EDC à grande échelle ou à la modification du rayonnement solaire. Et ce serait le dernier recours selon ce que le GIEC a évolué dans ses différents profils, c'est-à-dire d'avoir recours à la technologie. Donc. Mais en général, donc, il est envisagé, non tant pour le décès qui est mieux connu, mais qui demande également une gouvernance et bien entendu, et qui a des questions de gouvernance qui sont un petit peu en l'air, mais pour la modification du rayonnement solaire, la gouvernance revêt un caractère prioritaire. La plus grande partie des études de recherche de la MRS se connaissent dans les pays développés, alors que potentiellement les pays qui seraient le plus touchés et qui pourraient donc souffrir des risques liés à la MRS seraient les pays en développement et en particulier les petits États insulaires. Donc, engager dès le début tous dans ce processus de réflexion serait idéal. Mais il y a deux aspects. D'un côté, il faut parler de la gouvernance de la recherche, et c'est-à-dire qu'il faut impliquer également ces communautés pour qu'elles soient conscientes des incertitudes qui entourent cette approche et qu'elles comprennent très bien quels sont les risques potentiels, par exemple dans le changement des modèles de précipitation et qui pourraient se produire et qui n'affecteraient pas de la même façon tous les endroits, toutes les régions de la planète. Et donc, comment impliquer les pays en développement? Je ne sais pas, mais plus ils vont être impliqués et mieux ils comprendront les risques et les avantages qui sont liés à cette approche, car il y aura aussi des avantages, car les risques liés au changement climatique seraient ainsi amoindris. Donc il faut réfléchir, il faut parler de ces technologies parce que nous ne savons pas le profil que nous allons suivre et il faut, comme je le disais, d'un côté une gouvernance des études de recherche, impliquer les gouvernements, les organisations et la société dans son ensemble et le plus possible. Et il y a différents niveaux de gouvernance. Il faut bien entendu impliquer la société civile. Et il y a une étude dans laquelle sont mentionnés donc ce que pensent les peuples autochtones et qui normalement ne prennent pas part à ce type de processus. Et la définition de gouvernance du GIEC, oui, pense qu'il faut qu'il y ait une participation de tous, car le GIEC voit la gouvernance comme un phénomène inclusif pour que tout le monde comprenne quels sont les risques et les avantages dans ce cas concret de la modification du rayonnement solaire. Donc, technologie ou gouvernance, eh bien, il faut qu'elles aillent de pair et simultanément. Oui, merci Kai. Il me semble que c'est une question très intéressante et j'aimerais insister sur un élément qu'a donné Jessie. Nous avons parfois tendance à créer de fausses dichotomies et des choix binaires. Par exemple, il faut miser soit sur l'atténuation, soit sur la MRS, soit pour l'EDC, soit sur l'adaptation. Et ceci vaut également et s'applique également à la faute dichotomie qui existe entre le développement technologique et la gouvernance. Et d'après moi, il est clair qu'il faut que ces deux éléments aillent de pair. Pourquoi pensons-nous en termes de dichotomie? Parce que si la technologie a différentes étapes et des nuances, la gouvernance en revanche eh bien, existe ou n'existe pas. C'est-à-dire que ou il n'y en a pas, ou alors il y a une architecture internationale qui peut limiter tout type d'initiative scientifique, mais ce n'est pas sûr car il y a également des nuances de la gouvernance. Les articles que j'ai publiés montrent que l'on peut identifier différents groupes de gouvernance et on peut disposer
composé de principes spéciaux ou de codes déontologiques qui, d'un côté, apportent une certaine flexibilité, car c'est un processus qui est mené par les parties prenantes, mais qui a aussi ses inconvénients, car nous ne savons pas qui déciderait de ces codes déontologiques. Et il y aurait un conflit d'intérêts entre les scientifiques et les objectifs scientifiques de ces études et le fait que ces scientifiques établissent un code déontologique. Il peut y avoir d'autres types de gouvernance, locale, nationale, qui pourraient fixer une série de normes et de règles dans une juridiction donnée ou des juridictions données. Et comme je le disais avant, il y a différents éléments de l'incertitude qui entourent le niveau de gouvernance internationale dont nous avons besoin. Une troisième solution, hormis de la création d'un nouveau traité international, par exemple, qui engloberait toutes ces expériences, c'est de voir ce que l'on peut faire dans le cadre des régimes existants. Toutefois, cela serait efficace d'un côté, mais ces systèmes et ces instruments ont déjà un programme de travail très rempli et pourraient manquer des spécialisations nécessaires pour aborder ces questions plus complexes. Donc il nous reste une quatrième option qui est le besoin de créer un nouveau traité. Quand on réfléchit sur la gouvernance, il est fondamental de garder à l'esprit ce que l'on tente de gouverner. Dans ce cas, ça peut être l'application ou la recherche, les mécanismes de suivi et également un mécanisme de résolution de controverses qui pourrait surgir en raison des effets négatifs potentiels qui pourraient se produire. Ce sont les éléments qui doivent être intégrés dans un cadre de gouvernance qui fonctionne bien et à partir de là, nous pouvons conclure qu'un système de gouvernance nationale serait plus adéquat, par exemple, pour gouverner et régir la recherche et l'application avec un certain type de mécanismes internationaux de révision par les pairs ou de suivi et par ailleurs avec une autre structure de type juridique qui pourrait définir le système avec lequel on pourrait donc résoudre des querelles et des litiges. Donc, comme la gouvernance doit remplir différentes fonctions, elle peut également être flexible, avoir une configuration flexible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un choix binaire entre la gouvernance totale ou une absence de gouvernance, il y a là également aussi des nuances. Merci beaucoup. Thelma Yerbounaba, je crois que nous avons très bien répondu à cette question sur le dilemme entre technologie et gouvernance. Donc, quelle était la deuxième question? Alors, comment pouvons-nous encourager la participation si nous ne savons pas encore les conséquences qu'aura cette technologie et qu'on ne pourra pas le savoir tant que n'auront pas été menées des expériences à grande échelle? Il ne nous reste pas beaucoup de temps, nous avons 12 minutes, je ne sais pas si vous pouvez rester un petit peu plus. Oui, merci beaucoup pour nous consacrer plus de temps, nous pourrons répondre à plus de questions. Suchi, souhaitez-vous répondre à cette question, c'est-à-dire cette ligne qui existe entre les expériences à grande échelle et l'application? Oui, il est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes dont on ne pourra pas venir à bout tant que l'on n'aura pas mené des expériences à grande échelle. Mais pour ceci, il faut plus d'expériences à petite échelle et plus de modèles pour savoir quelles sont les incertitudes et les éliminer le plus possible. Et il faut plus de modèles, il faut plus de financement pour différents types de modèles. Et je crois que ceci est primordial actuellement pour voir également quelles questions surgissent et que des questions auxquelles nous n'avions pas pensé pour le moment. Donc pour Scopex, il y a des informations qui doivent être recueillies et qui doivent être intégrées dans ces modèles. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais il y a par exemple des conséquences néfastes pour l'environnement et
ils se sont rendus compte que ces conséquences ne seraient pas très importantes si l'expérience était menée, et ceci est fondamental pour savoir s'il faut le réaliser ou pas. Par exemple, avec l'éclaircissement des nuages marins, il faut plus d'investissement pour savoir quelles sont les conséquences de réaliser des expériences de ce type à grande échelle et quelles sont les incertitudes que nous pouvons résoudre et celles que nous ne pourrons pas résoudre. Oui, j'avais juste ajouté quelques commentaires. D'une façon générale, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par Thelma, Sushi et Arunaba sur le lien qui existe entre la gouvernance et la recherche et, et également ce qui a été dit donc, sur les expériences. Mais j'aimerais mettre en avant un élément qui est lié aux expériences. Il y a beaucoup d'expériences de grande valeur qui peuvent être réalisées en laboratoire ou en plein air avant d'être en quelque sorte mises à l'épreuve dans une expérience, une initiative donc de plus grande envergure. Il y a toute une série de questions d'ingénierie, par exemple les équipements, les machines vont-ils permettre d'injecter des aérosols dans la stratosphère? Va-t-on pouvoir modifier l'atmosphère au-dessus des océans, donc en créant des nuages? Donc il y a toute une série de questions d'ingénierie et il faut également résoudre des questions physiques ou d'environnement en termes de processus biologiques et chimiques qui peuvent accompagner toute initiative de modification du rayonnement solaire. Par ailleurs, il faut réaliser des études d'ordre social qui ne servent pas spécialement à faire avancer les connaissances, mais par exemple à voir comment on peut encourager la collaboration et instaurer la confiance au niveau international surtout, et en particulier à mesure que nous avançons, que nous progressons et espérons que nous allons aller vers une plus grande collaboration entre les pays du Nord et les pays du Sud, au lieu d'avoir des études de recherche qui sont uniquement menées dans le monde développé. Et donc, il va falloir donc faire connaître cette approche au niveau mondial et garantir la participation de tous dans la prise de décision. Merci beaucoup. Il nous reste 40 minutes. C'est pas 12 minutes. Je m'étais trompée avant. Il nous reste 40 minutes donc. Il y a plus de questions, mais si vous voulez rebondir sur ce qu'ont dit certains de vos collègues, vous pouvez bien entendu le faire. Alors, il y a une question qui me semble très intéressante. Certains membres du public se demandent qui pourrait appliquer la MRS. J'imagine qu'ils font référence à l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Mais également, ils demandent si ça pourrait se convertir en une solution commerciale et que se passerait-il si quelqu'un, par exemple, qui peut l'appliquer, décide de mettre un point final brusque à cette technologie. Qui souhaite répondre? Jessie. Et bien qu'on ait émis des hypothèses sur le fait que des agents non éstataux ou privés pourraient appliquer la modification du rayonnement solaire, il me semble que c'est peu plausible et peu probable qu'ils disposent alors du financement exigé pour maintenir cette technologie, l'application de cette technologie à long terme. Et en plus, il ne me semble pas probable que les pays, que les États tolèrent que des agents privés modifient le climat, que ce soit au niveau mondial ou au niveau local. Donc, il me semble que c'est quelque chose dans lequel vont surtout être engagés et impliqués les pays, un ou plusieurs, alors d'appliquer donc ces méthodes. Et nous avons confiance dans le fait que ça va être fait par le biais d'une très large coalition, le plus large possible. Et je pense on peut établir une analogie avec le point de vue, par exemple, d'un État voyou qui pourrait utiliser cette technologie d'une façon unilatérale.
Et c'est justement le type d'activité qui demande un certain consensus et un consentement explicite ou implicite de la part de pays puissants, car faute de cela, il est clair que l'éventail de possibilités de la part des pays qui pourraient être impliqués serait infini. Quelqu'un veut-il intervenir? Thelma, me semble-t-il. Merci, Jessie, pour votre commentaire. Avant d'appliquer la modification du rayonnement solaire, je crois qu'il faut voir si les citoyens sont prêts à accepter cette technologie, car l'acceptation du public est absolument inéluctable, inévitable. Il y a un article qui me semble intéressant qui a évalué jusqu'à quel point était rejetée la MRS dans différents pays, la Chine, le Canada, l'Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et donc, il est intéressant de voir les différences qui existent entre ces pays et le changement des réactions des citoyens qui, au départ, ne connaissent pas du tout cette technologie. Et il est intéressant donc de voir comment ils passent de cette méconnaissance à une certaine connaissance et à voir alors quelles réactions ils ont. En Allemagne, par exemple, le travail en laboratoire sur la gestion du rayonnement solaire compte un degré d'acceptation assez grand, mais pas autant les applications sur le terrain. Et l'application de forme immédiate est totalement rejetée en Allemagne. Donc, il reste beaucoup de chemin à faire pour savoir quelle est la perception des citoyens d'une façon générale. Et c'est justement pour ceci, Kai, et dans ce cas, c'est un commentaire personnel, le GIEC indique que ces questions devraient être appliquées dans tous les pays. Et moi, il me semble qu'elles devraient être abordées à travers la Convention sur le changement climatique avec l'organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique. Et c'est donc là où ce thème devrait être traité entre tous les pays, tout au moins pour planter une petite graine qui ensuite pourrait encourager la recherche dont nous avons besoin dans différents pays ou former des coalitions d'États qui pourraient mettre en commun des ressources économiques pour créer des modèles. Car il faut appliquer une approche de modèle pour savoir quelles sont les probables conséquences, comme nous l'avons dit. Nous parlons des conséquences, mais nous ne disons pas ce qu'elles pourraient être. Et donc, je demande aux autres experts, à mes amis, qu'ils complètent ce que je vais dire, mais il me semble que le risque potentiel le plus connu, c'est le changement des modèles de précipitation. Et comme il a été dit auparavant, ces changements ne seraient pas répartis de manière égale et juste sur toute la planète. Je me souviens qu'il y avait également des conséquences sur la couche d'ozone, par exemple, mais c'est un phénomène qui doit encore être étudié. Et donc, commencer à débattre cette question permettrait au moins d'établir un forum dans lequel participerait la plus grande partie des pays et par exemple aussi dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique qui a été, je crois, le premier forum en 2010 dans lequel ont été exprimés des points de vue sur le fait qu'on ne devrait pas appliquer ce type de technologie. C'est-à-dire qu'il fallait l'étudier, mais elle ne devait pas être appliquée. On ne devait pas appliquer des technologies qui pouvaient avoir des conséquences néfastes sur la biodiversité. Je n'ai pas les mots exacts, mais c'était l'idée de ce qui a été exprimé. C'est-à-dire qu'on a exprimé le souci de que ce type d'approche pourrait avoir des conséquences négatives sur la diversité biologique. Et je crois que voilà, j'en ai fini pour le moment.
Merci beaucoup, Thelma. Il y a une question qui est liée à ce qui vient d'être dit. Nous parlons de la gouvernance de l'utilisation d'un ensemble de technologies et nous nous axons sur ce qui se passe si nous appliquons ces technologies et pourquoi donc nous aurions besoin d'y avoir recours. Mais l'autre côté de la question, c'est que se passe-t-il si nous les appliquons pas, si nous décidons de ne pas y avoir recours? Et ceci suppose également des difficultés de gouvernance. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite y répondre, c'est-à-dire, compte tenu des prévisions du GIEC et compte tenu du fait que nous soyons capables ou pas d'opérer ces changements très importants dont nous parlait Thelma, donc, que peut-il se passer si nous n'avons pas recours à ces technologies et comment ceci a-t-il des conséquences, par exemple, sur une meilleure utilisation, par exemple, de solutions fondées sur la nature? L'une des questions posées est, n'est-il pas mieux d'avoir recours à ces solutions fondées sur la nature en termes de diversité biologique, etc. Et parfois, pour ce qui est de l'élimination du CO2, on ne se demande pas si utiliser ou pas ces approches, mais on se demande quel type d'approche on va utiliser pour absorber du CO2. Comme le disait Arunaba, les choses ne sont pas toutes blanches ou toutes noires. Il y a une immense palette de gris et donc de nuances dans lesquelles nous devons nous mouvoir et donc pour avoir plus de nuances. Donc, que pensez-vous du fait que l'on n'ait pas recours sur ces technologies ou qu'on ne débatte pas dessus et donc, que va-t-il se passer si on ne les utilise pas et quelles sont les conséquences que cela aurait en termes de gouvernance si nous ne réussissons pas à limiter le réchauffement à 1,5 degré, 1,7 degré, 1,8 degré? Donc, que passe-t-il si nous n'atteignons pas, si nous ne faisons pas cette transformation demandée pour atteindre cet objectif tel que le dit le GIEC? Et rappelons que le GIEC ne fait pas ces études, mais le GIEC arrive à des conclusions à travers toutes les études qui ont été réalisées. C'est un organisme qui recueille toutes les informations qui sont publiées sur ce sujet et qui fait un extraordinaire travail d'évaluation. Je sais que je pose beaucoup de questions à la fois, je suis désolée, mais la question donc est: faut-il véritablement envisager l'utilisation de cette technologie et que se passe-t-il si nous ne l'utilisons pas? Je vais répondre brièvement à votre question. Quels que soient les résultats que nous souhaitions obtenir avec la modification du rayonnement solaire, il faut un cadre de gouvernance. Et réfléchir sur cet aspect est fondamental. On parle parfois de stockage sans gouvernance, on parle de changement de l'albédo sans gouvernance, mais ce qui est le plus responsable, c'est d'envisager et d'avoir ce cadre de gouvernance pour toute décision que l'on prenne. Et je pense que vraiment, il faut le dire, car parfois, on a tendance à l'oublier. Arunaba? Kai, comme je le disais auparavant, cela fait 10 ans que je travaille sur ces questions. Et il y a 10 ans, comme le disait Thelma et comme l'a dit également Sushi, donc il y a 10 ans, je disais déjà qu'il fallait une plus grande diversité de points de vue et donc il fallait impliquer plus de personnes dans ce processus de réflexion. Et ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à penser que s'il y a plus de points de vue et une plus grande diversité, et alors on va créer un chaos et donc on pense que moins de personnes est une méthode plus efficace. Et en réalité, avec ceci, nous avons perdu 10 ans. Il faut nous demander quelles sont les voix qui comptent et qui doivent se faire entendre. Et nous avons déjà assez de précédents qui nous montrent qu'impliquer différents types de communautés et différents niveaux de gouvernance enrichit tout le processus. Et c'est en ceci que consiste la démocratie. Et ce qui est débattu dans une communauté de propriétaires est différent de ce qui est débattu dans un parlement national, mais c'est le type de processus auquel il
faut penser pour impliquer tout le monde, c'est-à-dire de savoir comment nous pouvons poser, c'est comme ouvrir une session de questions-réponses. Il est vrai que l'on a parfois tendance à penser que de nombreux points de vue peuvent rendre plus difficile le processus de gouvernance, mais ce n'est pas toujours le cas. Et il y a des études de recherche qui ont été réalisées avec un bon système de gouvernance et certains prétendent qu'un système de gouvernance internationale diminuerait les efforts de recherche, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, dans le cadre agricole, il y a des mécanismes de gouvernance très clairs auxquels participent de nombreux pays et qui ont permis, par exemple, de mener de bonnes recherches. Et il y a des choses qu'il faut définir, par exemple, en termes de responsabilité juridique. Prenez par exemple l'exemple du CERN, qui se trouve à cheval entre la France et la Suisse, et qui est également gouverné, régi par un système de gouvernance internationale. Qu'en est-il avec le programme du génome humain, avec la propriété intellectuelle, avec des projets qui demandent de publier les données au lieu de les utiliser simplement dans le domaine privé? Qu'en est-il des expériences thermonucléaires ou pas, dans lesquelles participent de nombreux pays sans droit d'auteur? Que si nous voyons ce qui se fait dans le monde entier, nous voyons qu'il y a déjà des exemples de bons mécanismes de gouvernance, c'est-à-dire qu'il y a un obstacle mental qu'il faut surmonter et qui est le plus simple. Et donc, pourquoi sommes-nous si réticents à l'heure de disposer de plus de diversité d'opinions et de plus de points de vue donc, dans ce processus? Thelma, c'est à vous. Il me semble qu'il est facile de parler, mais qu'il est plus difficile d'agir. Comment peut-on impliquer toutes les parties sous l'égide d'une gouvernance internationale? Pourquoi je dis cela? Il est clair que cette question doit être abordée au niveau international et en englobant toute la diversité des pays qui peuvent se voir touchés d'une façon ou d'une autre, mais il faut également appliquer des approches différentes. Par exemple, au sein de la gestion de la modification du rayonnement solaire, certaines approches pourraient demander un développement ou un essor, alors que d'autres seraient écartées complètement. Et donc, le GIEC établit que l'injection d'aérosols dans la stratosphère, bien que ce soit la méthode qui a fait l'objet du plus grand nombre d'études et qu'elle soit à même de contribuer à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, n'est toutefois pas la seule approche. Il y a d'autres méthodes, par exemple l'éclaircissement des nuages marins, qui ne peut peut-être pas contribuer à réduire la température au niveau planétaire, mais qui peut atténuer les effets du climatique à un niveau régional. Donc, chacune de ces approches doit avoir son propre forum de réflexion. Et indépendamment du fait qu'elle puisse provoquer une diminution des températures importantes au niveau planétaire ou non, car chacune s'accompagne de ses propres conséquences et il faut donc les aborder. Pour ce qui est des solutions fondées sur la nature, je les associe davantage à la catégorie de l'élimination du CO2, qui est un domaine tout à fait différent de ce dont nous parlons aujourd'hui. Et ce type de solutions fondées sur la nature pourraient être les premières à être appliquées à grande échelle, par exemple le boisement, le reboisement, la bioénergie avec captage et stockage de carbone. Donc tout ceci pourrait être appliqué à grande échelle si c'était nécessaire. Et pour d'autres approches comme la gestion de la modification solaire, il ne faudrait donc avoir un recours à celle-ci vraiment au dernier recours, franchement. Et avec un peu de chance, et il faut dire que je suis naturellement optimiste, donc avec un peu de chance, les pays pourraient se rendre compte du fait que tant l'élimination du dioxyde de carbone, le décès,
comme la modification du rayonnement solaire pourrait ne pas être nécessaire. Et l'absorption du CO2 est présente dans tous les profils évalués par le GIEC, mais pas la MRS. Donc j'espère qu'il n'y aura pas besoin d'y avoir recours. Et j'espère que les gouvernements vont comprendre qu'il faut miser pour l'atténuation et l'adaptation et qu'ils vont déployer tant d'efforts en la matière que nous n'aurons à dépendre ni de l'élimination du CO2 à grande échelle, ni que d'opter pour la MRS. Et ce qui devrait être, à mon sens, le dernier recours. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut arrêter pour autant d'arrêter de l'étudier, mais j'espère véritablement que nous n'aurons pas cet aléa moral, c'est-à-dire que les pays puissent penser que la technologie va tout résoudre tous les problèmes, car dans ce cas, nous serions plongés dans le pire des scénarios quant à la réponse que nous souhaitons faire au changement climatique. Donc il faut continuer à insister sur l'atténuation et non pas tant sur les technologies. Jessie, est-ce que vous souhaitez intervenir? J'espère de tout cœur que mon fils va pouvoir vivre dans un monde à l'avenir où la modification du rayonnement solaire ne va pas être nécessaire. Car je crois que cela ne serait pas bénéfique dans un monde qui aurait réussi à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré ou même à 2 degrés. Mais malheureusement, je ne crois pas que ça va être le cas. Et que ça va être donc peu probable. Donc, sachant que c'est très peu probable de limiter le réchauffement climatique donc à ces degrés, il faut avoir des études de recherche sur la modification du rayonnement solaire, sur la gouvernance internationale nécessaire pour appliquer ces approches, car si c'était le cas, il serait préférable de l'utiliser que de ne pas l'utiliser si le réchauffement climatique était élevé. Donc, on ne peut pas fermer les yeux ou regarder ailleurs face à la possibilité qu'il faille l'utiliser et que nous en ayons besoin. Merci Jessie. Il y a une question qui a reçu un bon nombre de votes, donc j'aimerais la poser. Elle est liée au possible contrôle que pourraient exercer les armées sur ces outils, au point qu'elles convertiraient la météorologie et le climat en armes. Et on demande donc s'il y a eu certaines inquiétudes quant aux États-Unis et avec des exemples concrets. Donc on nous demande ceci. Alors je ne sais pas si vous avez envie d'y répondre, mais je laisse la question ouverte au cas où. Et il y a ensuite non pas tant une question, mais plutôt un commentaire donc qui a été fait et qui est lié à la représentation de différents points de vue dans notre conversation d'aujourd'hui. Et donc, d'après cette personne, dans notre conversation, on n'intègre rien qui soit une vision négative de la modification du rayonnement solaire, mais je ne crois qu'il n'y a pas eu non plus tellement de perspectives positives. Il faut aussi se rendre compte qu'on ne peut pas toujours avoir tous les points de vue qui existent sur un sujet donné dans un groupe d'experts comme les nôtres. Et c'est pour ça, il n'y a peut-être pas des positions si négatives ou positives avec une variété que souhaiteraient certains membres du public, mais je pense que nous avons différents points de vue et d'ailleurs Thelma vient de dire que l'idéal serait de ne pas avoir recours à la modification du rayonnement solaire à l'avenir. Donc, je reviens à la question. Pourrions-nous développer un système international qui éviterait qu'un État donné agisse de manière unilatérale? Je crois que l'injection d'aérosols de la stratosphère est une chose qui pourrait entrer dans ce système alors que l'éclaircissement des nuages marins peut-être serait moins susceptible de faire l'objet d'un système international.
crois que la question fait référence au gouvernement Trump et bien entendu la question du financement est primordiale et je pense que le gouvernement Trump ne devrait pas financer ce type évidemment de recherche et ces études devraient être financées par des entités qui misent sur l'atténuation et l'adaptation et que ce soit des pays, des organisations qui appuient ce type d'études. L'armée fait partie du gouvernement des États-Unis et je crois que l'armée ne devrait pas s'impliquer dans ce type de questions, surtout actuellement, car nous ne misons pas pour l'adaptation et l'adaptation au point où nous devrions. Donc, ce souci de voir ces technologies se militariser est présent et je crois que actuellement, ce n'est pas un motif de souci, mais c'est justement pour ceci qu'il faut entabler des débats sur la gouvernance pour pouvoir insister sur la transparence, l'ouverture et l'implication des citoyens pour éviter cette hypothèse dans laquelle la technologie s'accapare des océans. Et je crois que la participation citoyenne est fondamentale justement pour ceci. Donc il faut avoir une grande diversité de points de vue, être très ouvert d'esprit sur la façon d'aborder ce problème pour éviter ce genre de situation. Aruna, on me dit que vous devez peut-être partir déjà. Je ne sais pas si vous voulez laisser un dernier commentaire. Je crois que vous devez aller à une conférence maintenant. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous si longtemps. Merci Kai. Ce qui vient d'être dit est souvent envisagé, c'est-à-dire à savoir si il est possible que cette technologie soit utilisée à des fins militaires. Et ce n'est pas la première fois qu'il y aurait donc qu'il y ait une utilisation de ce type de choses à des fins militaires. Ce ne serait pas la première fois que les armées s'approprient des outils technologiques, mais par ailleurs, il y a eu des développements militaires qui ont ensuite bénéficié à la société. Mais là, en fait, ce dont nous avons besoin de savoir ce qu'il faut faire pour réduire la probabilité que cela arrive. Quand on se demande si nous pouvons avoir confiance dans d'autres pays ou avoir confiance dans les pays, donc, il est certain que pour avoir cette confiance, nous avons besoin d'un régime international qui contraigne ce que nous pouvons faire. Mais s'il n'y a pas un gouvernement mondial et donc les pays les plus puissants peuvent décider d'agir à leurs risques et périls, ce qui irait, il y a même, ça pourrait être des pays autoritaires, ça pourrait être des pays qui se prétendent être des démocraties et le caractère représentatif est parfois une chose que des gouvernements s'arrogent sans aucun fondement. Donc, quoi qu'il en soit, il faut véritablement avoir un régime de confiance pour dissiper l'idée qu'une armée donnée va pouvoir s'approprier de cette technologie. Mais même si ceci arrivait, ça ne voudrait pas dire que tous les citoyens de ce pays dont l'armée s'est appropriée la technologie sont d'accord avec cette utilisation. D'où l'utilité d'une architecture de gouvernance internationale, de collaboration internationale pour la recherche, pour l'analyse des résultats des recherches et aussi une instance internationale qui puisse régler ce type de litige ou de conflit. Et donc, il y aurait ainsi plus de possibilités d'utiliser ce type d'utilisation inadéquate ou frauduleux. Il n'y aurait pas, bien sûr, de garantie absolue, mais ce serait déjà beaucoup mieux que d'imaginer tout simplement le pire. Et il faudrait plutôt espérer le meilleur. Thelma, vous vouliez intervenir? Non? Il y a une question et qui me semble intéressante. Jessie a dit qu'il serait bien a parlé du GIEC, donc il a dit qu'il serait bien que le GIEC fasse un rapport spécial sur la modification du rayonnement solaire. Et je pourrais faire quelques commentaires sur ce sujet, si je peux. Oui, je vous en prie. Bon, c'est intéressant. Le GIEC fait des rapports d'évaluation très complets
qui demande un cycle de 5 ou 6 ans pour pouvoir être publié. Les rapports spéciaux, en revanche, demandent moins de temps. Les rapports spéciaux surgissent des initiatives des pays. Ce sont les pays qui décident, qui proposent le thème d'un rapport spécial, car le GIEC est un groupe intergouvernemental. Et dernièrement, le GIEC a publié 3 rapports spéciaux, l'un sur le réchauffement climatique à 1,5 degré, l'un sur les océans et le troisième sur les terres. Dans le rapport sur le réchauffement climatique à 1,5 degré est né de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, ce qui n'est pas fréquent car normalement la Convention ne demande pas au GIEC de rédiger un rapport spécial. Mais à cette occasion, il y avait beaucoup de pression sur le besoin de comprendre quelles seraient les conséquences d'avoir un réchauffement climatique d'1,5 degré et comment donc nous pourrions atteindre cet objectif. Donc, c'est une commande qui est née de la Convention en tant que telle. Et en quelques années, nous avons donc rédigé 3 rapports spéciaux, ce qui a été une grande tâche. Il y a donc 2 façons de commander, de demander un rapport spécial dans le prochain cycle qui va commencer en 2023. Et donc cela peut être fait par le biais d'une invitation de la part de la Convention cadre des Nations Unies. Et c'est une invitation que le GIEC étudie avant de décider s'il l'étudie ou pas. En général, il l'accepte. Et sinon, il pourrait y avoir une demande spontanée de la part d'un gouvernement au début du cycle. Et donc, on pourrait atteindre un consensus sur le fait donc, de rédiger un rapport sur ce sujet. Et Jessie a raison. Dans le 6e rapport d'évaluation, la rubrique est consacrée à la modification du rayonnement solaire est limitée car il y a beaucoup de questions qu'il faut traiter et certains modèles que donnent les gouvernements et qu'il faut respecter. Et il me semble que de toute façon, cela va être une demande qui va difficilement bénéficier d'un consensus car les pays en développement ne voudraient pas miser sur le développement technologique justement par peur de cet aléa moral que nous avons mentionné à plusieurs reprises et ça c'est mon opinion personnelle. Mais nous ne savons pas quelles seraient les conclusions du rapport spécial, s'il déterminait que cette option est viable ou pas, mais je pense qu'il est difficile d'atteindre un consensus et il faudrait beaucoup de négociations entre les différents pays. Et moi, je pense que ce serait bien d'avoir un rapport spécial, vraiment, pour comprendre quelles sont les connaissances scientifiques dont nous disposons jusqu'à présent et le GIEC est le forum adéquat pour avoir ce type d'évaluation de la littérature scientifique qui est publiée et qui englobe toutes les études qui sont publiées en la matière jusqu'à présent. Mais bon, espérons que quelqu'un fera cette demande, mais nous ne savons pas. Nous avons 2 ans pour y réfléchir. Quoi qu'il en soit, Jessie, je pense que c'est une proposition très intéressante et ce serait une bonne option. Jessie, c'est à vous. Il nous reste 7 minutes. Donc après vous, Jessie, je crois que nous allons conclure notre activité. Oui, donc effectivement, ce rapport spécial sur la modification du rayonnement solaire serait une chose utile, mais je partage le scepticisme exprimé par Thelma, en ce sens que je pense qu'il serait difficile d'arriver à un consensus de tous les pays, mais je ne sais pas si ce sont les pays en développement qui s'y opposeraient. Car cela pourrait détourner des efforts d'atténuation et d'adaptation. Dans l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui a eu lieu en mars 2019, il y a eu une proposition de solution présentée par la Suisse et par d'autres pays. Et donc c'était un groupe très divers qui incluait des pays développés et des pays en développement, et certains de ceux-ci étant très vulnérables face au changement climatique. Et donc il était proposé de réfléchir sur la
gouvernance de la modification et l'évaluation scientifique de la modification du rayonnement solaire et de l'élimination du CO2, mais cela a été très polémique et non tant pour l'aléa moral, mais surtout parce que on a dit que le GIEC était le forum dans lequel cela devait être évalué, où les connaissances scientifiques devaient être évaluées. Et il y avait des désaccords entre différents pays, mais ça a été l'un des arguments qui a été brandi. Et certains pays ont considéré que c'était le GIEC qui devait fournir les informations, mais même si tous les pays n'étaient pas d'accord. Merci Jessie. Il nous reste 5 minutes, donc je ne sais pas si vous voulez intervenir pour donner une conclusion avant donc que nous terminions notre discussion. Il reste des questions auxquelles nous n'avons pas répondu, mais j'espère que nous avons pu résoudre vos doutes et j'espère aussi que ce ne sera pas la dernière occasion de pouvoir parler de ce sujet. Il y a des webinaires qui sont prévus sur ce sujet bientôt et il y a également les questions, les sessions de questions-réponses si vous voulez donc en savoir plus sur tous ces sujets. Donc, nous allons passer à la conclusion. Jessie? Tout d'abord, je remercie C2G, les autres invités et le public d'avoir fait en sorte que cette activité soit si intéressante, soit si réussie. Et merci de m'avoir invité, bien entendu. Je trouve intéressant de voir que les commentaires et les questions envoyées par le public, et qui ont trait à la modification du rayonnement solaire, parlent de soucis qui sont liés à l'application de cette technologie, à la réponse qu'elle pourrait apporter à ces questions, à sa possible utilisation à des fins militaires, c'est-à-dire à des questions, à des soucis, mais à long terme. Et toutefois, j'espère que ceci ne va pas nous détourner de l'attention que nous devons prêter à des questions donc plus immédiates, comme la nécessité d'avoir l'évaluation scientifique qui fasse autorité au niveau international. Et avec le besoin d'augmenter l'échelle des études de recherche, c'est aussi des investissements que l'on consacre à ces études et par ailleurs au besoin d'avoir des études de recherche plus internationaux qui impliquent des pays en développement en créant peut-être des équipes de collaboration entre des pays en développement et des pays développés pour que les pays en développement puissent également avoir des connaissances experts au niveau national afin de pouvoir s'impliquer dans les délibérations qui auront lieu sur ce thème certainement dans les années à venir. Suchi. Merci Kai, merci à C2G de m'avoir invité. Ça a été très intéressant de participer à cette conversation avec le reste des invités et d'essayer de répondre aux questions. Mon conclusion serait que ce type de délibérations sont essentielles et il faut impliquer davantage de personnes, il faut pouvoir répondre à ces questions et je suis heureuse de voir que les experts en la matière sont disposés à entamer des dialogues ouverts sur ces sujets. Comme le disait Jessie, il faut une gouvernance pour la recherche et c'est absolument essentiel. Il faut faire attention à une bonne gouvernance pour encourager de meilleurs modèles et également pour veiller à la participation, à la transparence dans ces études. Au fur et à mesure que vont être envisagées plus d'expériences dans l'atmosphère, il faut bien garder à l'esprit ce que cela implique et c'est tangible pour les personnes. Donc, il faut les impliquer plus grandement. Il faut élargir ce processus de réflexion pour avoir plus de contributions de la part des citoyens. Et merci à nouveau de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir participé. Thelma, ça a été une conversation très intéressante et il est clair qu'avec le temps dont nous disposons, nous n'avons pas le temps de traiter de tous les aspects que nous aimerions aborder. Mais
Il me semble que nous sommes tous conscients du fait, que nous savons quels sont les défis, et j'aimerais tout simplement faire ressortir deux éléments, deux sujets que reconnaît le GIEC. Tout d'abord, que toutes les incertitudes qui entourent la MRS et à toutes ces approches pour la maturité technologique, le manque de maturité technologique, la compréhension des effets physiques, les conséquences potentielles et les difficultés liées à la gouvernance, eh bien, tout ceci limite l'application de la MRS à l'avenir. Et par ailleurs, j'aimerais insister sur un message qui est le suivant, c'est que nous devons éviter le risque de ne pas avoir une grande représentation équitable ou d'éliminer le risque qu'il y ait une exclusion volontaire de certains pays ou de certaines parties prenantes dans le processus de prise de décision qui est lié à la MRS. Et nous avons mentionné l'importance du caractère inclusif sur lequel insiste le GIEC dans sa définition de la gouvernance. Donc pour moi, c'est vraiment le dernier message que je veux laisser, c'est-à-dire le caractère inclusif des délibérations qui sont liées à la recherche et à la prise de décision. Merci beaucoup. Merci aussi à Runaba qui a dû partir avant parce qu'il avait une conférence. Merci d'avoir partagé vos idées, vos points de vue sur ces questions. Ça a été une conversation passionnante. Je ne veux pas résumer ce qui a été dit ni conclure. J'espère que nous avons réussi à mettre sur la table différents points de vue, expliquer quels sont les éléments fondamentaux pour l'avenir et tels que le perçoivent les personnes qui ont participé à notre débat. Vous savez que cette activité a été enregistrée et que vous pouvez donc la revoir le nombre de fois que vous souhaitez. Et voilà, je ne dis plus rien car sinon je n'arrête pas de parler. Donc merci encore, j'espère que nous allons bientôt nous revoir dans une prochaine activité. Merci et au revoir.